Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire un point de situation sur l'Ukraine sur le plateau de LCI. Avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée, que la totalité des fonds qui sont collectés grâce aux sponsors sont reversés à l'Ukraine. Et notre partenaire aujourd'hui, c'est Incogni. Incogni qui va vous rendre votre intimité sur Internet. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que vous utilisez un ordinateur ou votre téléphone, vous laissez des traces, que vous fassiez des recherches sur Internet, que vous soyez sur les médias sociaux ou même quand vous regardez cette vidéo? Eh bien, il y a des groupes qui organisent la collecte de ces informations et qui vont les vendre et qui gagnent des milliards et des milliards d'euros chaque année. Alors évidemment, déjà, c'est pas super agréable d'être un produit, mais il y a deux problèmes en plus. Le premier, c'est qu'il y a des risques cyber avec beaucoup de fuites de données dans ces bases qui sont absolument gigantesques et parfois mal sécurisées. Et le deuxième élément, c'est que les informations qu'ils collectent sur vous, ils vont les vendre. Alors parfois, c'est simplement pour faire des pubs, c'est pas génial. Et ces informations, ils vont aussi parfois les vendre à votre désavantage. Par exemple, si vous voulez faire un emprunt, eh ben, votre taux de crédit peut évoluer en fonction des informations de santé qu'ils auraient collectées sur vous. Si vous allez acheter une maison, peut-être que le coût de l'emprunt va également être augmenté en fonction des informations qu'ils vont collecter sur vos revenus. Alors théoriquement, la loi vous autorise à vous faire supprimer de ces bases de données. Le problème, c'est que vous ne savez pas dans lesquelles vous vous trouvez et puis que ça demande un temps absolument infini en termes d'administration. Et c'est là qu'Incogni intervient. Incogni, ils m'ont trouvé quand je me suis inscrit dans plus de 60 bases de données avec des informations personnelles sur des questions de santé, sur ma famille, sur ma carrière, sur mes revenus. Et ils ont fait à ma place les demandes auprès de toutes ces plateformes et ils ont déjà réussi à me faire disparaître de la plupart d'entre elles. Donc Incogni, vous avez tous les liens en commentaire de cette vidéo pour pouvoir vous aussi retrouver votre intimité sur Internet. Bonsoir ou rebonsoir, nous recevons Xavier Titelman. Bonsoir Xavier Titelman. Vous êtes ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique Air et Cosmos, un des spécialistes les plus aigus de l'aérien civil et militaire. Je le souligne toujours parce que ça vaut la peine, vous êtes un de ceux s'étant le moins trompé. Tout le monde peut se tromper dans les prévisions. Vous avez vraiment une connaissance tellement détaillée des choses, cela éclaire les nouvelles du jour. Ce qui est en train de se passer avec Zelensky en Suède. Il est allé en Suède, d'abord parce que le pays qui va entrer dans l'OTAN, etc., mais aussi et surtout pour les Gripen. Oui. Voilà, il est là avec le Premier ministre suédois. Il va dans un but extrêmement précis. Il veut le plus vite possible les Gripen. Pourquoi ces avions? À quoi peuvent-ils servir? Alors, logiquement, le Gripen, c'est un avion qui est encore plus moderne que le F-16. Le F-16 a différentes versions, il est modernisé plusieurs fois, mais le Gripen est encore en production. Il est par exemple exporté vers le Brésil avec une version relativement moderne, avec des radars qui sont très puissants, qui peuvent porter très loin. Et il peut en plus porter le missile RR, produit par MBDA, donc qui est français, qui va le plus loin du monde. Donc avec ce type d'appareil-là, avec des radars qui vont suffisamment loin et ces missiles, on pourrait imaginer une supériorité aérienne ukrainienne sur la Russie. Évidemment, il y a toute la panoplie d'armements qui ne sont pas aujourd'hui accessibles avec les avions soviétiques modernisés. Mais en plus du F-16, parce que l'un n'empêche pas l'autre, évidemment, ce sera un avion tout à fait pertinent. Mais là, on se projette quand même sur une période qui sera encore plus distante. Est-ce que peu d'avions peuvent suffire? On rappelle évidemment le but des Ukrainiens, c'est d'en avoir le plus possible. Mais est-ce que déjà un petit nombre d'avions comptera? Bien sûr, une douzaine d'avions feront énormément. Quand on regarde par exemple les avions qui sont utilisés pour le bombardement dans la profondeur, les Storm Shadow et les missiles Scalp, c'est à peine une dizaine d'appareils qui changent réellement la donne. Et c'est le nombre d'appareils qui limite le nombre de missiles qui peuvent être tirés chaque jour. Donc s'ils avaient 2, 3, 5 avions en plus, ils pourraient taper des ponts, des centres de commandement, des centres de dépôt d'armes par exemple, en plus grand nombre. Et le fait d'avoir 5 ou 6 avions, à partir du moment où ces avions auraient la supériorité aérienne sur les Russes en face, ça empêche les Russes d'approcher à une distance de laquelle ils peuvent tirer leurs bombes planantes qui planent à peu près 40 km de distance. Donc oui, très clairement, une poignée d'avions pourrait, ça ne changera pas tout, mais ça aura évidemment un avantage. Alors, on ne va pas refaire indéfiniment ce débat. On a bien compris que les Américains en particulier tardent en partie volontairement, en partie involontairement, voilà, depuis plusieurs jours, on en débat plusieurs semaines même, mais à vue humaine, à quel moment est-ce qu'il y aura des avions en nombre dans le ciel ukrainien, avions ukrainiens? Alors, on ne sait jamais à quel point est-ce que les Américains, ou d'ailleurs tout le monde, avouent où est-ce qu'il y en est. Cachent leur jeu. Ben, tout à fait. On sait qu'il y a des retours d'expérience dans lesquels des pilotes de MiG-29 ukrainiens ont été formés sur F-16 en seulement 4 mois pour maîtriser la machine pour les missions de base. Donc ça veut dire que certains pilotes ukrainiens sont déjà formés sur F-16 depuis le début de la guerre.
À partir du moment où il y a un bouton stop, on décolle, on y va, on donne les avions, ça peut aller relativement vite. Maintenant, si on commence la formation officiellement, par exemple pour les techniciens que maintenant, là, il faut encore 3, 4, 6 mois, certainement pour la contre-offensive du printemps prochain. Et on veut bien croire qu'ils cachent leur jeu, mais ce serait aller un peu loin de dire qu'ils ont caché leur jeu jusqu'à mettre en difficulté les Ukrainiens, parce que de fait, c'est maintenant que les Ukrainiens auraient besoin, c'est pas dans 6 mois. Oui, mais alors, ceci dit, aujourd'hui, on prépare déjà la contre-offensive du printemps prochain. Le front va être gelé, d'ailleurs, c'est le moment de le dire. À partir du mois de novembre, il n'y aura plus réellement de mouvement. Il y aura peut-être quelques petites offensives locales pendant que ce sera réellement gelé. Mais finalement, aujourd'hui, on commence à réfléchir aux moyens qu'on donne à l'Ukraine pour continuer à monter en puissance en 2024. Ce thème de la guerre longue, ça a été le titre, je crois que c'était hier, Le Figaro et Le Monde simultanément ont utilisé ce titre-là. On voit à quel point ça s'est installé en réalité dans les esprits. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que ça va être très très long, et on peut même prendre l'analogie avec la guerre 14-18, il y a beaucoup de personnes qui le font, même si moi c'est plus pour la durée. C'est vrai que pendant des années et des années, on s'est battu, on s'est fatigué, jusqu'à ce qu'un des deux camps finisse par céder. Il n'y a pas eu de victoire militaire décisive qui a fait que la France a libéré son territoire. Les Allemands ont fini par lâcher parce qu'ils n'arrivaient plus à continuer à imposer un tel rythme, et c'est ce que les Ukrainiens sont en train de faire, à condition qu'on les soutienne jusqu'au bout. Moi, je suis convaincu qu'ils arriveront également au même résultat. Un point du front qui visiblement joue un rôle très important, c'est le Dniepr, en tout cas en termes, disons, de pics qui sont, voilà, de harcèlement, comme vous dites, contre l'ours russe. Alors, il y a eu un premier épisode hier avec le franchissement revendiqué par les Ukrainiens, reconnu d'ailleurs par les Russes, qui ont réussi à franchir ce fleuve qui est vraiment très large à cet endroit-là. Oui, ça fait plus de 2 km par certains endroits, mais d'une manière générale, les Ukrainiens veulent imposer aux Russes de se répartir sur la totalité de leur front. Les Russes ont aujourd'hui une difficulté à être capables de tenir la totalité du front avec 800 km de frontières et une armée qui aujourd'hui a l'air d'être moins nombreuse que l'armée ukrainienne. Donc l'armée ukrainienne, son souhait, c'est de faire en sorte de répartir ce qui reste de l'armée russe sur la totalité du front, y compris en tapant, même sur Moscou, ça impose aux Russes de retirer une partie de leurs troupes, et en allant taper sur Belgorod, en faisant des incursions dans la région de Belgorod, avec les Russes libres qui allaient là-bas, ce qui a imposé aux Russes de retirer une partie de leurs équipements. Et le fait que les Russes aient fait sauter ce barrage, l'objectif évidemment c'était d'empêcher les Ukrainiens de continuer à être une menace de cette côté du front. Eh bien, le fait est que les Ukrainiens veulent continuer pour imposer aux Russes de laisser des troupes. Leur but, très clairement aux Ukrainiens, c'est de maintenir un minimum de troupes russes disponibles dans le sud, vers Zaporijjia et vers Bakhmut, là où ils essaient d'avancer. Alors, deuxième épisode aujourd'hui, allégation des Russes improuvable en l'état, selon lesquelles 150 soldats auraient été mis hors de combat par les Russes. C'est improuvable, donc on ne va pas faire grand commentaire là-dessus, mais pour l'instant, ce front tient. Moi, je vais quand même faire une analogie avec ce qui s'était passé en fin d'année dernière à Energodar. Les Russes avaient prétendu que les Ukrainiens avaient cherché à traverser avec des barges, et ils avaient présenté 3 jours après, parce qu'ils disaient on a tué 120 Ukrainiens, etc. Et 3 jours après, ils avaient présenté des images pour prouver leurs allégations. Eh bien, on s'était rendu compte, après analyse, qu'ils avaient fait décoller des hélicoptères Kamov 52 sur lesquels ils avaient fait tirer sur des piliers de ponts datant de la Deuxième Guerre mondiale, et ils avaient prétendu que c'était les barges. Donc, même quand les Russes essaient d'apporter des preuves, parfois elles sont fausses. Donc on verra bien, c'est tout à fait possible. Toutes les opérations ukrainiennes ne sont pas des succès, mais c'est pas parce qu'il y a des annonces russes que c'est réel. Ah, on peut faire la liste des bonnes et des mauvaises nouvelles pour un camp et pour un autre aujourd'hui. Parmi les bonnes nouvelles pour les Ukrainiens, beaucoup de commentateurs, et vous en êtes, disent la question des mines peut-être par endroit est résolue, ou en tout cas dépassée, c'est-à-dire que les Ukrainiens arriveraient à passer derrière les lignes russes pour la première fois. Il y a certains endroits, a priori, dans lesquels les premières lignes les plus difficiles, alors on parle quand même de plusieurs kilomètres de profondeur, mais vous savez, une ligne de défense, on parle souvent comme les chaînes, et à partir du moment où vous avez un maillon d'une chaîne qui est brisé, eh bien vous avez passé par là. Et à partir du moment où les Ukrainiens ont réussi à prendre Urozaïne et ont réussi à continuer au sud, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à libérer plusieurs villages, a priori, il y aura au moins une zone dans laquelle ils auraient passé la première ligne de défense et la première dans laquelle il y a une grande quantité de mines. L'image que vous avez là, c'est à l'intérieur d'un Humvee, dans lequel, donc un Humvee, c'est un petit blindé léger américain. On a une explosion dans le Humvee et on voyait le soldat qui était à l'intérieur, évidemment, qui vont évacuer. Oui, qui s'en tire, c'est ça évidemment qui est gigantesque. C'est ça qui est intéressant. Mais donc à partir du moment où il y a un endroit sur lequel les Ukrainiens ont réussi à passer outre la ligne de défense russe, eh bien évidemment, potentiellement, tout va pouvoir s'engouffrer là-dedans. Alors il y a quand même plusieurs lignes de défense encore derrière, mais c'est évidemment une très bonne nouvelle. Alors comment est-ce que c'est possible ? Parce qu'on a bien compris que ces lignes de défense, ils ont eu le temps, les Russes, n'est-ce pas, de les construire, de les peaufiner.
Comment est-ce que c'est possible, le plus techniquement possible? Depuis l'automne dernier, il y a beaucoup de moyens de détecter les mines sans avoir besoin évidemment de risquer la vie des hommes. Par exemple, en ce moment, il fait chaud, c'est l'été. Quand il y a le soleil qui tape sur le sol, vous avez des mines qui sont apparentes, qui ne sont pas enterrées dans le sol. Et la chaleur va faire qu'à la tombée de la nuit, avec des drones, avec caméras thermiques, vous allez pouvoir voir où sont placées les mines sur le terrain. Et donc, simplement, à partir du moment où vous avez une position, vous allez pouvoir les contourner pour passer à côté. Après, il y a des équipements du génie. Donc, c'est des sortes presque des chars avec des moissonneuses-batteuses à l'avant. Ça va taper dans le sol, ça va faire exploser. Il n'y en a pas beaucoup, c'est un problème. Et donc, c'est un vrai travail qui est très difficile. Et parfois, quand ils avancent, ils avancent plus ou moins au hasard. Et c'est pour ça qu'on voit aussi des hommes qui explosent sur les mines. Qu'est-ce qu'il en est de ces chars qui sont des chars en quelque sorte démineurs, qui peuvent lancer des filets? C'est un peu comme ça, des filets qui font exploser en série des mines. Alors, c'est pas réellement des chars, en fait, c'est des véhicules assez classiques, mais qui vont lancer une sorte de longue ligne explosive et qui, par gravité, en fait, va tomber au sol et ça va exploser sur une centaine de mètres, toutes les mines qui sont au sol, sur une quinzaine de mètres de largeur. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, ce qu'on voit ici sur l'image, au centre, cet endroit, il est maintenant déminé. Et donc, vous avez beaucoup de véhicules qui ont été fournis, qui étaient déjà en possession des Ukrainiens, qui ont été fournis par les États-Unis également, et dans lesquels ça leur permet d'ouvrir des lignes. Et à partir du moment où vous avez la certitude qu'il n'y a aucune mine dans cet endroit-là, vous pouvez foncer. La difficulté, c'est qu'évidemment, on ne peut pas déminer la totalité du front. Donc, à partir du moment où cet endroit est bien identifié comme étant déminé, tout le monde y va. Mais les Russes, s'ils arrivent à avoir la position, ils vont essayer de le taper avec leur artillerie. Vous faisiez allusion à cette image, on va la voir maintenant, de ce char qui zigzague, qui a l'air, ça paraît un peu irrationnel de partir seul à l'assaut avec un certain panache, mais qu'est-ce que ça veut dire le panache dans ces circonstances-là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement? Alors, ça, c'est un char PT-91, c'est-à-dire que c'est un char d'origine soviétique, modernisé en Pologne et fourni en plusieurs centaines d'exemplaires à l'Ukraine. L'image, elle est assez incroyable parce qu'on a un char tout seul qui va s'amuser à aller jusqu'à la ligne de défense russe. Et une particularité, c'est qu'il est capable de tirer en roulant. Et on voit que c'est ça qui va le sauver, puisque la plupart des chars, normalement, ils doivent s'arrêter. Les chars équivalents russes doivent s'arrêter pour tirer. Lui, il peut continuer à avancer. Et on voit que s'il s'était arrêté, effectivement, il se serait fait tirer dessus par l'artillerie. L'artillerie russe essaie de le taper. Lui, quand on analyse les images, on voit qu'il a réussi à attaquer notamment une pièce d'artillerie russe qui était dans cette ligne de défense. Donc l'utilité, elle est là, n'est-ce pas? Il est en train de nettoyer, si on ose dire, l'artillerie en face. Il a été faire un raid pour aller taper sur une pièce d'artillerie qui était peut-être à plusieurs centaines de mètres. Et il est reparti derrière. Il aurait pu sauter sur une mine. Il est tout seul. Je suppose que le drone qui est en train de l'observer lui a aussi donné des indications, qu'est-ce qui se passait à droite et à gauche. Mais en tout cas, c'est un raid risqué, mais là, c'est une réussite. Alors, il y a un côté effectif dans ce que font les Ukrainiens et il y a un côté démonstratif. Là, le plus révélateur de ça, ce sont les déclarations du jour sur ce qu'ils ont fait au pont de Kerch. On se rappelle l'explosion au pont de Kerch, je crois que c'était octobre 2022. Première version, d'abord Zelensky il avait parlé de la météo au-dessus du pont, donc il s'était revendiqué sans revendiquer. Petit à petit, ils sont allés plus loin dans la revendication, et là on a tout, c'est-à-dire ce sont ces explosifs-là qui ont été disposés dans le camion qui a amené l'explosion. Oui, a priori, maintenant ils ont officiellement reconnu de quelle manière ils l'avaient fait, ce qui est assez étonnant de leur part, mais donc ils ont enroulé ces explosifs, un explosif très puissant, avec plusieurs dizaines de tonnes d'explosifs qui ont été enroulés d'une manière qui est totalement inédite. Ouais, l'image est incroyable. Là. C'est l'image au rayon X, n'est-ce pas, où on voit la quantité d'explosifs qu'ils avaient chargés dans le camion. Et alors, elle est incroyable à plusieurs titres. C'est que c'est une image de la sécurité du pont de Kerch russe que les Ukrainiens ont réussi à partager. Ce qui veut dire une autre chose, c'est-à-dire qu'en plus, les caméras de sécurité, la base de données des images du pont de Kerch a été piratée par les Ukrainiens. Et il y a deux façons de le faire. Il y a cette image qu'on voit ici, mais aussi le fait que ce soit les Ukrainiens qui aient partagé les images de vidéosurveillance de l'explosion avec un drone naval qui date d'il y a quelques semaines. Ça veut dire qu'il y a un responsable russe qui a vu cette image à un moment donné sans comprendre que c'était des explosifs. Mais parce que c'est en cylindre finalement assez inattendu. Il n'y a aucune raison que ce soit attiré par ça. Et c'est pour ça que les Ukrainiens ont choisi de configurer leurs explosifs de cette manière-là. C'est parce que ça ne devait pas attirer l'attention de l'observateur du scanner russe. De la même manière qu'il y a certainement des moyens de contourner les sécurités à l'aéroport quand on a simplement un rayon X. Tant qu'il n'y a pas l'équivalent d'un tomographe, c'est-à-dire un système qui est capable de lire la matière et de savoir si c'est des molécules explosives, à ce moment-là, on ne peut pas le savoir. Ce qui était intéressant sur la première explosion, donc en octobre dernier, c'est que finalement la majorité des explosions sur le pont ferroviaire avaient été liées au fait qu'on ait
un train qui était arrêté, un train rempli de carburant qui avait explosé lui aussi, qui avait pris feu à cause de l'explosion. Eh bien, le fait que les Ukrainiens prouvent maintenant qu'ils avaient réussi à pirater, en tout cas, une partie du système de sécurité du pont de Kerch, pourrait vouloir dire qu'ils ont volontairement fait arrêter ce train, par exemple en allumant un feu rouge, et ensuite ils l'ont fait exploser leur camion juste à côté. Est-ce que les uns et les autres dosent? Ça paraît contre-intuitif, vu de Paris ou de Londres, on imagine que chacun fait le maximum de ce qu'il peut. Or, visiblement, non. Il y a un dosage aussi politique. Est-ce que les Ukrainiens pourraient, s'ils le voulaient, frapper davantage le pont de Kerch là maintenant? Je ne crois pas. Je pense vraiment que s'ils avaient pu faire plus, ils auraient déjà fait en sorte de le détruire. La totalité des cibles russes en Ukraine occupée aujourd'hui, elles sont des cibles légitimes. Et ça, c'est une cible qui est particulièrement intéressante pour eux. Parce que, alors pourquoi ne le font-ils pas? Parce qu'ils n'y arrivent pas. Parce qu'il faudrait plus de drones navals, et les drones navals, ils les produisent au fur et à mesure. Il faut quand même quelques jours, quelques semaines pour pouvoir les produire. Les drones aériens de basse qualité, finalement, cet endroit est certainement très bien protégé. Et les missiles Storm Shadow, comme c'est pile à 300 km de portée, ils ne vont pas amener leur avion pour le lancer juste à la frontière au risque de le perdre. Et donc, il y a ces quelques dizaines de kilomètres de sécurité qui font qu'ils n'arrivent pas à le taper. Cela nous ramène à la Crimée et à cette prévision assez sombre de la part des Américains au sujet des Ukrainiens sur la capacité ukrainienne à aller jusqu'à la Crimée. C'est le service de renseignement américain cité par le Washington Post affirmant que l'Ukraine ne parviendra pas à atteindre l'objectif clé de l'offensive. Il parle de la ville de Melitopol, qui selon les services américains serait le verrou actuellement inatteignable. Alors oui, on parle vraiment de la contre-offensive actuelle, ça ne veut pas dire que ce soit inaccessible par la suite. Alors c'est évidemment une analyse qui est pessimiste, mais ça n'empêche pas qu'ils avancent, et plus ils avancent, en ayant moins de pertes que les Russes, et des pertes prouvées, on parle vraiment de 2 fois moins de pertes matérielles prouvées, alors que les deux camps cherchent à montrer les pertes de l'ennemi. Voyons le tableau que vous nous avez amené, parce qu'il est extrêmement parlant. On va le voir s'afficher, parce que c'est la première fois que je le vois pour ma part, c'est à quel point on peut, de façon assez détaillée, les pertes humaines, c'est plus compliqué, visiblement. Et les pertes matérielles... Logiquement, les pertes humaines sont un multiple des nombres de pertes quotidiennes. Alors là, expliquez-nous bien la ligne du temps. Vous avez le nombre de pertes matérielles prouvées en rouge pour les Russes et en jaune pour les Ukrainiens depuis la contre-offensive de l'automne dernier. Donc on voyait un contre-offensive tout à gauche, il y avait beaucoup de pertes russes, et des matériels qui étaient pris aussi par les Ukrainiens, pas seulement détruits, et peu de pertes ukrainiennes. Et puis vous voyez, contrairement à ce que la propagande russe nous dit, jour après jour, pertes prouvées, on voit bien que les Russes perdent plus d'équipements que les Ukrainiens, y compris dans la contre-offensive ukrainienne, qui n'a pas été encore 100% lancée, mais les Ukrainiens arrivent à grappiller du terrain. Oui, c'est quelques centaines de kilomètres carrés, alors qu'ils ont des dizaines de milliers de kilomètres carrés qui sont occupés, donc c'est pas beaucoup, mais néanmoins, ils progressent tout en ayant moins de pertes que le défenseur. Et cependant, les deux perdent beaucoup. Pour lequel est-ce plus supportable? J'ai envie de dire, les Russes, en volume, ils arrivent a priori à renouveler leur stock, mais avec du matériel de moins bonne qualité. Quand ils ont attaqué, 70% de l'armée qui avait attaqué était de matériel russe, donc c'est-à-dire moderne. Aujourd'hui, 70% du matériel est de l'époque soviétique. Donc ils ont peut-être gardé le volume, mais par contre la masse, mais par contre le matériel est quand même moins bon. Les Ukrainiens, ils ont incontestablement une armée qui est beaucoup, beaucoup plus puissante aujourd'hui qu'au début de la guerre. Donc structurellement, on a une armée russe qui s'affaiblit et une armée ukrainienne qui se renforce, sauf que l'armée russe, elle s'est barricadée, elle s'est enfermée, elle a créé des lignes de défense qui font que malgré son infériorité aujourd'hui, comme on peut le croire dans les analyses, eh bien les Ukrainiens n'arrivent pas à renverser la table et passer ces lignes de défense. Comment est-ce que vous expliquez alors cette espèce de pessimisme affiché par pas mal de militaires occidentaux, américains, on les a entendus, Mark Milley, il a fait une déclaration encore plus pessimiste que ce que dit le Washington Post, et aussi de généraux français? Mais je pense que on ne comprend pas exactement ce que veulent les Ukrainiens. Moi, mon sentiment personnel, c'est qu'ils ont 2 visions. Ils ont une vision instantanée. Ils sont obligés de grappiller un petit peu, mais ils sont surtout obligés d'imposer aux Russes de continuer à se battre pour obtenir un effondrement qui aboutira dans 1 mois ou dans 1 an. Mais en tout cas, ils sont obligés de conduire d'importants assauts et de continuer les combats parce qu'il faut que les Russes continuent à utiliser leur matériel. Et en même temps, dans la profondeur, ils sont obligés de taper sur les approvisionnements
pour empêcher cette première ligne de continuer à pouvoir se battre. Et le fait est qu'aujourd'hui, ils ne pourraient pas se contenter de taper dans la profondeur, ce qui éviterait d'avoir des pertes, parce qu'il faut que les Russes en première ligne continuent à souffrir et continuent à devoir avoir des équipements. Donc sur le long terme, moi je suis pas pessimiste, parce que j'ai l'impression, encore une fois, que tous les signaux faibles qu'on avait, par exemple, en mai l'année dernière, qui nous disaient les Russes vont s'effondrer, vont quitter le Nord, c'est arrivé ensuite. On a exactement les mêmes signaux faibles aujourd'hui, des gens qui se plaignent, du matériel de plus en plus vieux, des officiers qui disent très clairement qu'ils commencent à avoir des problèmes pour tenir leurs troupes. Donc on commence à avoir ces signaux faibles. Je ne sais pas si c'est une question de semaine. En tout cas, il faut absolument qu'ils y arrivent d'ici le mois de septembre, parce que s'ils n'arrivent pas à percer d'ici le mois de septembre, ils ne pourront pas exploiter ce percement pour avoir une avancée qui sera intéressante avant le gel du mois de novembre. Vous observez de près les militaires français depuis le début de cette guerre. Est-ce qu'ils ont évolué ? Alors, il y a deux générations en réalité. Les jeunes, 100%, alors les jeunes, les gens qui ont 40, 45 ans, 50 ans. Ça fera plaisir à tous les, là, vous faites des heureux, là. c'est des gens relatif. Qui sont tout à fait conscients que la Russie cherche à déstabiliser notre situation, notre position, qui cherche à déstabiliser l'Afrique, de la même manière que Kadhafi cherchait à déstabiliser le Tchad ou que l'Algérie cherchait à déstabiliser la Mauritanie. Donc on a cette confrontation face à Wagner, face aux Russes en Afrique, qui est l'endroit dans lequel l'armée française est la plus engagée. Donc de toute façon, 99% des jeunes de l'armée sont favorables à l'Ukraine. Vous dites en gros, les plus jeunes sont plus pro-ukrainiens et les plus âgés, en moyenne évidemment, il y a de tout, mais sont davantage tournés classiquement vers la Russie. Alors, je dirais quand même qu'il y a 15% peut-être pro-russe et 85% pro-ukrainien quand même, c'est pas une majorité. Mais ils n'ont pas forcément la même conscience de la situation. La Russie, c'est nos alliés historiques. Oui, c'est nos alliés historiques, et on demande qu'une chose, c'est qu'ils redeviennent nos alliés historiques. On veut la paix avec les Russes, il n'y a aucun problème de ce côté-là, mais pas dans ces conditions. Et des sorties politiques comme celle de Nicolas Sarkozy ou d'autres militaires aujourd'hui qui disent oui, il faut la paix à tout prix. Bon. La paix à tout prix, ça veut dire qu'on abandonne l'Ukraine. Il y a deux droites, n'est-ce pas ? Vous êtes plutôt un homme de droite. Oui. Voilà, vous ne le cachez pas. Souverainiste, vous dites, hein ? Moi, je suis très clairement souverainiste, national, patriote, tout ce que vous voulez. Mais on voit, n'est-ce pas, qu'il y a une droite aujourd'hui, pas forcément pro-russe, mais qui reste attachée à ce tropisme. Il faudra tôt ou tard une maison commune avec les Russes, comme disait le général de Gaulle. Oui. Et puis une droite qui, au contraire, estime que plus dans la logique anglo-saxonne, et on ne peut pas s'entendre en réalité, en tout cas pas à vue d'homme. Mais avec la Russie de Poutine aujourd'hui, qui nous met en danger, qui très clairement menace nos alliés, menace nos positions, nous veut du mal, est en guerre contre nous dans plein de domaines, que ce soit sur l'énergie, que ce soit l'Afrique, qui font en sorte d'avoir une inflation importante, qui organise l'immigration vers l'Europe. Mais tout ça, ça ne peut pas être quelque chose qui est favorable pour nous. Donc on ne peut pas s'entendre avec la Russie d'aujourd'hui. Il faut que cette Russie est un échec militaire pour mettre fin à son impérialisme, tout comme l'impérialisme français s'est éteint après un échec. Lequel ? L'Algérie, par exemple, mais les Dien Bien Phu, c'était aussi un gros échec qui a fait qu'on a arrêté de vouloir un empire. Un mot sur un personnage dans cette armée française. C'est très frappant de voir le nombre de commentaires, évidemment, d'éloges sur le général Georges Lain, ce qu'il représentait. Alors, vous êtes un homme de droite, vous êtes aussi très catholique, pratiquant. Il l'était, n'est-ce pas ? Ça a joué, n'est-ce pas, dans l'aura dont il disposait, en général, pour la reconstruction de Notre-Dame. Évidemment. Alors après, Notre-Dame, c'est le joyau absolu de la France, ça représente la France à l'étranger aussi bien que la Tour Eiffel, c'est un millénaire d'histoire, enfin il n'y a rien qui incarne plus la France que cette église, donc c'est extraordinaire. Et évidemment, un général qui se retrouve en charge d'un chantier, c'est inattendu, mais finalement les généraux, qu'est-ce qu'on attend d'eux ? Que ce soit carré, que ça avance, qu'il n'y ait pas de détournement de fonds, qu'ils sachent gérer des équipes, qu'ils sachent coordonner des hommes, comme dans un groupement tactique interarmé. Et finalement, c'est pour ça qu'il était... Et qui tiennent les délais, ce qui, dans tout chantier, depuis que le monde est monde, est quelque chose d'absolument incroyable. Donc c'est évidemment quelqu'un... moi, je n'ai pas la chance et l'honneur de l'avoir connu, mais évidemment, c'est quelqu'un qui était attachant de par l'histoire qu'il pouvait raconter et de par son engagement. On rappelait sa maxime « avancer sans procrastination ». C'est ce que disait Boutors à votre place tout à l'heure. Hélas, du point de vue des Ukrainiens, les Occidentaux ont beaucoup procrastiné là. Ah oui, mais ça, je suis le premier à le regretter sur votre plateau depuis plus d'un an. Si on avait donné à l'Ukraine les moyens de continuer sa contre-offensive réussie d'automne 2022, cette guerre serait déjà gagnée, elle serait déjà finie et on aurait sauvé des vies dans les deux camps. Alors, cette équation, comme vous le dites, ce sont des vies perdues pour les Ukrainiens et cela continue avec les bombardements qui ont eu lieu, en particulier à Tcherniv. Regardez ces images, elles se passent pour ainsi dire de commentaires sur
l'aspect soudain, imprévu complètement de ces bombardements, des gens qui sont surpris entièrement. Il y a beaucoup de caméras de surveillance. Voilà. Cette femme, elle était en train de C'est un petit tournage qu'il faisait. poser. En fait, ce qui est dramatique, c'est d'attaquer 2 jours des endroits qui sont ouverts au public, un samedi, sur un théâtre. Mais finalement, la Russie, je l'ai déjà dit plusieurs fois, est un État terroriste. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Souvenez-vous, la semaine dernière, quand ils ont bombardé l'hôtel de Zaporizhzhia, ils ont tapé une deuxième fois 20 minutes plus tard. C'est pour tuer les sauveteurs. Ils ont fait la même chose quelques jours avant dans le Donbass, j'ai oublié le nom de la ville. Mais disons que maintenant, ils ont cette habitude officielle, reconnue, de bombarder pour tuer des civils, pour tuer des sauveteurs. Donc finalement, il n'y a plus d'étonnement. Et encore une fois, il est normal que cette attaque terroriste réussisse, puisqu'il n'y a aucune raison que l'Ukraine ait les moyens de défendre la totalité de son territoire, notamment des zones qui ne sont pas militaires. Il y a une partie du pays qui, en termes de défense aérienne, est toujours, hélas, pour les Ukrainiens, très Bien sûr. exposée. Hein. Bien sûr, mais toutes les zones qui n'ont pas de raison d'être bombardées ne sont pas protégées. Donc vous avez les grands centres militaires, les grandes infrastructures vitales. On se doute que les Russes vont recommencer à taper sur les centres électriques pour que les Ukrainiens aient froid l'hiver prochain. Donc ces zones-là sont défendues aujourd'hui, mais défendre un hôpital, défendre un théâtre, alors je doute qu'il y ait le moindre intérêt militaire à taper sur un hôpital. S'il y avait un centre militaire, par exemple, un stock de munitions, l'explosion serait beaucoup plus importante que ce qu'on peut voir là. Quand on a des centres militaires, et il y en a qui sont tapés du côté ukrainien, très clairement, on voit de la chaleur qui est très importante, y compris avec des caméras, des satellites qui permettent de voir la chaleur et notamment de détecter des incendies. On le voit parce qu'il y a des surexplosions. Quand il y a des munitions qui sont stockées, ça va exploser parfois pendant des heures et des heures. Là, il n'en est rien. Donc, encore une fois, ils n'ont pas tapé sur un environnement qui était militaire. Et on le voit, ce sont des magasins tout à fait classiques qui sont touchés, malheureusement. On voit ici la capacité de frappe de la Russie. On rappelle que, encore une fois, hélas pour les Ukrainiens, beaucoup disaient elle n'a plus de missiles, elle est à bout, etc. Visiblement, elle ne l'est pas. Elle est à bout de son stock. C'est-à-dire qu'elle a fini son stock, elle n'a plus de stock de missiles avec des milliers de missiles comme elle en avait par le passé. Par contre, elle continue à produire. Elle continue à produire a priori, parce que maintenant c'est ce qu'on voit depuis le mois de mars, la Russie tire 2 à 3 missiles par jour. Alors qu'avant, elle était capable de faire des salves qui allaient 20-30 missiles en moyenne sur plusieurs semaines. Maintenant, elle en est totalement incapable puisqu'elle elle se limite à sa production. Mais tirer 2 missiles par jour sur des environnements qui ne sont pas protégés, sur des civils, évidemment, ça fait des dégâts. Le camp anti-occidental joue sur plusieurs tableaux. Il y a ce qui se passe ici en Europe, il y a ce qui se passe à l'autre bout du monde en Chine. La Chine a lancé des manœuvres militaires autour de Taïwan. Alors elle prend prétexte de la visite du vice-président de Taïwan à New York. Ce ne sont pas les premières manœuvres chinoises, mais évidemment, ici, qu'est-ce que vous pensez d'abord de la capacité des Chinois, s'ils le voulaient, quand pourraient-ils entamer vraiment une invasion de l'île? Alors, pas avant 2035-2040. C'est totalement impossible avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui, simplement de surpasser la capacité opérationnelle militaire des États-Unis, du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis. Mais là, il y a vraiment un pas qui est gigantesque. Et ils n'ont pas la capacité de faire débarquer suffisamment d'hommes pour gagner au sol. Expliquez-nous alors la carte en main, parce que vous parlez de cette présence américaine tellement importante. Là, on voit à quel point l'expression de gendarme du monde demeure en réalité. On ne regarde pas, les Européens, là. Ils sont là, tellement présents. Alors c'est en petit, il faut vraiment ouvrir fort les yeux, mais les bases américaines partout dans la région, au Japon, Guam, etc. Ils sont Thaïlande. très présents. Ils ont des bombardiers stratégiques qui sont juste à côté. Ils ont la flotte américaine avec des porte-avions. Ils ont 2 porte-avions disponibles dans la zone tout de suite. Là maintenant, s'ils en avaient besoin, ils peuvent en rapatrier. Ils ont quand même 11 porte-avions au total, dont 7 qui sont déployés. Il y en a en Méditerranée, un dans l'Atlantique. Donc s'il fallait, avec plusieurs semaines de préavis, ils pourraient les emmener dans cette zone. Donc les Chinois n'ont pas la possibilité de gagner un combat naval. Et ensuite, ils n'ont pas la possibilité de débarquer suffisamment de troupes. C'est pour ça que la Chine produit énormément de navires de débarquement. Ceux d'ailleurs qu'on avait annulé la vente à la Russie qui aurait utilisé contre Odessa. Mais donc typiquement ce type d'invasion tel qu'on l'imagine parce que les Russes ont essayé et les Chinois vont essayer, moi j'y crois absolument pas parce qu'ils ont la garantie d'un échec au moins pendant une dizaine d'années. Problème moral pour nous, est-ce qu'on devrait s'engager pour Taïwan autant qu'on s'engage pour l'Ukraine? Actuellement, on cultive nos liens avec la Chine. L'Ukraine aussi, mais l'Ukraine, il faut la comprendre, elle est en guerre. Donc voilà, nous on n'est pas en guerre. On pourrait s'offrir le luxe d'être aussi dur avec la Chine qu'on l'est avec la Russie. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut qu'on se désengage du côté taïwanais, mais c'est pas l'Europe.
le Japon, les Philippines, l'Inde, ils ont plein de pays autour qui peuvent s'organiser pour défendre un pays s'il est menacé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France, c'est l'Europe. Les intérêts européens et les intérêts de la France sont d'abord du côté mettre à mal la menace russe, faire en sorte que l'Ukraine puisse gagner. Évidemment, s'il faut un jour soutenir nos copains taïwanais, j'espère qu'on pourra le faire. Il y a des plans intéressants et très importants de déploiement d'une vingtaine de Rafales vers les îles françaises, vers la Polynésie, dans la zone, parce qu'on a aussi des intérêts et on est en première ligne face à la Chine. C'est vrai qu'on a beaucoup tendance à l'oublier. Mais d'une manière générale, il faut quand même qu'on se focalise d'abord sur gagner au profit de l'Ukraine. Et dans un deuxième temps, une fois que ce sera gagné de ce côté-là, peut-être qu'on aidera Taïwan. On va voir dans quelques instants un documentaire qui est saisissant sur ce qu'est Kim Jong-un. C'est un dictateur qu'on a beaucoup caricaturé sous l'aspect folklorique. Il peut être caricaturé, mais hélas pas sous l'aspect folklorique. Il est réellement dangereux. C'est une puissance nucléaire. Il survit. On voit à quel point, malgré beaucoup d'efforts occidentaux, en particulier américains, il est là, il survit. Alors, dernier épisode en date, c'est cet incident grave, allégué entre les Américains et les Nord-Coréens. Pyongyang accuse Washington d'intrusion dans son espace aérien. Alors, c'est une friction qui s'ajoute à beaucoup d'autres, mais il ne faut pas sous-estimer militairement ce danger. Alors, c'est pas l'aviation nord-coréenne qui va faire craindre quoi que ce soit à la Corée du Sud ou aux États-Unis. Ils ont aucune capacité. Ils volent avec des avions qui datent des MiG-19, qui datent de la fin des années 40, donc ils n'ont aucune capacité opérationnelle militaire. Mais ils ont la bombe. Par contre, ils ont la bombe atomique, ils ont des vecteurs, ils ont une armée de terre qui est pléthorique, mais vraiment, c'est quelque chose qui est gigantesque. Et maintenant, ils sont en train d'apprendre la technoguérilla qui a permis aux Ukrainiens de résister face aux Russes. Eh bien, ils sont en train de développer énormément de drones, des drones suicides, et ils développent beaucoup de liens également avec l'Iran, donc notamment probablement avec les drones suicides iraniens qui sont malheureusement utilisés contre l'Ukraine. Là, on voit à quel point il joue un rôle de plus en plus important dans cette guerre générale. Il aide les Russes, hein. Il aide les Russes. Alors, on a vu effectivement pour la première fois des BM-21, les roquettes qui sont utilisées dans les lance-roquettes multiples russes. On a vu pour la première fois des munitions qui venaient de Corée du Nord, et notamment parce que des soldats russes se plaignaient de leur mauvaise qualité, que parfois ça explosait directement dans le fût. Et on a vu les Ukrainiens... C'est gênant quand on... C'est gênant. Et les Ukrainiens, on ne sait pas de quelle manière, ont réussi également à obtenir des roquettes nord-coréennes, certainement que c'était une cargaison qui a été récupérée et qui leur est arrivée de la même manière qu'ils ont des obus iraniens du côté ukrainien. Donc en fait, tout ce qui est attrapé par tout le monde finit en Ukraine. Xavier, restez avec nous, avec nos autres invités. Juste après, on pourra d'ailleurs réagir à ce documentaire où on découvre qui est Kim Jong-un, puissance nucléaire, le danger qu'il représente, ce documentaire maintenant. Et on se retrouve juste après. À tout de suite.